Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. L'opération Sport Féminin Toujours 2023 de l'ARCOM en France prend fin ce week-end. Cette semaine avait pour but de sensibiliser les médias aux enjeux du sport au féminin et de les sensibiliser aussi à lui octroyer plus d'espace sur leur page et antenne. L'événement est organisé en partenariat avec le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour débattre de ce deuxième sujet Aurélie Bresson, présidente de la Fondation Alice Milia. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et en face de vous, Pauline Ekambi, ancienne sportive de haut niveau et conférencière. Bonjour Pauline. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir avec nous. Merci. Alors, je commence tout d'abord avec vous Aurélie et on va commencer par le point des médias et de la médiatisation du sport féminin. Selon les données qu'on a pu voir cette année, en tout cas ici en France pour 2021, le volume horaire consacré au sport au féminin dans les télévisions françaises ne dépasse pas 4,8% du total des diffusions sportives. Pourquoi un chiffre aussi bas ? Comment est-ce que ça s'explique ? Alors déjà, ça pique à chaque fois que j'entends ce chiffre. Clair. Je me dis, j'ai l'impression qu'on régresse et pourtant, tout le monde est plutôt... beaucoup sont très satisfaits déjà de ces données. Oui, en fait, ça avance trop peu, en fait. C'est vraiment la théorie des petits pas dans le sport féminin. On a l'impression qu'on fait 4 pas en avant, 6 pas en arrière. Et là, on peut dire qu'il y a eu l'effet d'après Jeux Olympiques aussi. Les médias se positionnent sur les grands événements. Le sport féminin a de la visibilité sur les Jeux Olympiques, le Tour de France Femmes. C'est des événements clés pour l'avancée du sport au féminin. Mais pourtant, entre-temps, il n'y a pas de temps spécifique sur les chaînes pour le sport féminin. En fait, il n'y a pas de credo. C'est pas en fait dans l'ADN des médias de faire des temps de diffusion spécifiques au sport féminin. Il faut qu'elles osent, les chaînes. Et au-delà des chaînes, c'est aussi les radios, c'est tout le mouvement de la presse et des médias en général. Et c'est aussi pour ça qu'il y a 7 ans, moi, j'avais créé Les Sportifs, qui étaient les premiers médias de sport féminin. J'ai dit, si on n'arrive pas à donner du sens vraiment au sport féminin sur les antennes, et moi, je vais créer on est obligé d'en passer par là, oui. Exactement, il faut créer finalement nos propres espaces d'antenne, nos propres espaces d'expression pour le sport au féminin. Pour le mettre en avant. On le voit encore aujourd'hui, il n'est pas valorisé. En fait. Alors, vous l'avez dit, fondatrice et directrice générale du magazine Les Sportifs. Vous êtes aussi donc la présidente actuelle de la Fondation Alice Milia. Je voudrais juste qu'on prenne le temps de dire qui est Alice Milia, une militante à laquelle les sportifs aujourd'hui doivent énormément. Oui, en effet, puisque Alice Milia, ce nom qui a été donné à la Fondation Alice Milia que je préside, donc la Fondation a 7 ans. Mais Alice Milia, en fait, c'est la grande pionnière, c'est la grande dirigeante du sport français, la première qui a misé sur le sport féminin, puisqu'en fait, elle a permis à ce que les femmes participent aux Jeux Olympiques en 1928 en athlétisme. Elle a vraiment mené un combat de vie pour la reconnaissance des femmes, des sportives, surtout à l'époque avec une société où des personnages emblématiques comme Pierre de Coubertin étaient contre la participation des femmes aux Jeux Olympiques, mais c'était la société de l'époque. Donc en fait, elle finalement était confrontée à une mentalité globale, en fait. C'était pas que Pierre de Coubertin, c'est la société qui voulait ça, mais elle militait déjà pour une reconnaissance des sportives dans la société, et elle n'avait pas le droit de vote à l'époque non plus, il n'y avait pas ces moyens d'expression spécifiques pour les femmes, et finalement, en fait, Alice Milia a mené un combat sans merci, mais vraiment sans merci. Elle a été invisibilisée parce qu'elle dérangeait contre les idées de l'époque pour la reconnaissance des sportives. Et on était juste sur de la pratique, alors qu'aujourd'hui, on est sur d'autres enjeux. Avant, c'était de la reconnaissance de la place des femmes dans le sport. Aujourd'hui, on est plus sur une notion de recherche d'égalité que de place. Alors, Pauline, vous êtes une légende du basket français et international. Et justement, un des grands événements à venir pour cette année, c'est l'Eurobasket féminin du 15 au 25 juin prochain. Est-ce que vous sentiez déjà à l'époque ce peu d'intérêt pour les médias? Et est-ce que cela impacte encore les carrières sportives des femmes? C'était pire. Moi, je suis de la génération 80. Donc, la place des femmes dans les médias, elle était motivée par leur physique, c'est-à-dire leur esthétique. On pouvait être mis en avant. Quand elles étaient sexualisées, on était mis en avant si on était jolie, surtout. Et on l'a vu déjà avec l'effet Kournikova. Moi, à mon époque aussi... on nous disait que pour être médiatisé, il fallait qu'on soit beaucoup plus féminine, beaucoup plus jolie.
Bon, on s'est servi on est rentré dans le jeu de toute façon parce que, in fine, on finissait par parler de notre sport. Mais c'est vrai que ça impacte sur non seulement les performances, parce qu'on n'a pas l'égalité de traitement, et aussi sur les aspects financiers. Parce que qui dit moins de médiatisation, moins de salaire, le salaire est moindre par rapport à nos homologues masculins. Donc effectivement, ça impacte à ces niveaux-là. Et moins d'intérêt du public aussi, d'ailleurs. Et pourtant, il y a un public. Absolument. Mais en fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu avec la Coupe du Monde féminine, par exemple, de football, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de public, mais quand les médias sont là, le public est là. Vous avez aussi évolué aux États-Unis, Pauline. Est-ce que la situation était, en tout cas à cette époque-là, différente du côté des États-Unis? On se rappelle par exemple, même aujourd'hui, l'équipe féminine de football qui a dû aller devant la justice pour obtenir une égalité salariale, etc. Mais c'était comment à cette époque aux États-Unis? Pareil, c'était la même problématique. Je pense que c'est universel, ce problème que l'on évoque aujourd'hui. Donc c'était pareil, les femmes n'étaient pas professionnelles. Elles ont tenté, en fait, à mon époque, toujours aux États-Unis, j'étais en collège, université américaine, mais il y a eu 2-3 tentatives de créer une ligue professionnelle, mais il y avait peu de partenaires. Oui, ça a pris du temps parce que pour des raisons financières, parce que très peu de partenaires économiques s'y intéressaient et les médias encore moins. Et ensuite, il a fallu que, en tout cas pour notre sport, que la NBA accepte de porter, on va dire, les féminines en créant la ligue féminine, la WNBA. Oui. Mais sinon, c'était pareil, c'était le même combat. Même problématique ici. Avec les mêmes difficultés. Aurélie, on parle beaucoup aujourd'hui des JO 2024 de Paris, censés être les premiers Jeux olympiques à atteindre une parité parfaite, 50-50 entre les femmes et les hommes. Le chemin pourtant vers cette parité olympique, j'ai envie de dire, a été très très lent. Alors on a parlé tout à l'heure d'Alice Mia et tout ce qui a été fait, mais en tout cas, les portes du CIO se sont ouvertes très doucement et très timidement aux femmes. Oui, parce que la direction aussi du CIO, c'était des hommes, des copains qui se sont succédés, qui ont continué à invisibiliser aussi Alice Mia et tout le mouvement un peu féministe de l'époque dans le sport. Et finalement, en fait, ils ont reproduit des schémas et tant qu'on ne changeait pas de mode de gouvernance, on ne pouvait pas faire évoluer les choses. Et tant que c'était des hommes, ils ne prenaient pas en compte les spécificités féminines. Oui, le manque de femmes dans ces instances qui prennent les décisions impacte aussi d'ailleurs. Exactement. Et Alice Mia, en 1928, a été la première femme membre du jury d'épreuves olympisme, et finalement elle dérangeait ces hommes qui étaient entre copains, entre eux, et en fait tant qu'on ne changera pas ce modèle de gouvernance ou qu'on ne laissera pas plus de femmes, les femmes ne seront pas prises en compte aussi dans leur pratique. Donc c'est forcément un frein de médiatisation, d'économie, d'écosystème, et ce qui peut marcher finalement c'est la mixité. Et si on parle de JO paritaire en 2024, la cartouche qui a été jouée, c'est la mixité, en intégrant davantage de compétitions mixtes, d'épreuves mixtes ou de nouvelles activités qui sont vraiment prises en inspiration sur les Jeux de la jeunesse. C'est comme ça qu'on accède à de la parité. Après, on parle beaucoup des Jeux olympiques, mais sur les Jeux paralympiques, on est très loin de la parité néanmoins. Et quid, en fait, aussi de toutes ces femmes de l'ombre qui sont coachs, arbitres, qui sont aussi stadiaires, qui seront aussi tout autour, en fait, de l'organisation des Jeux olympiques. Est-ce qu'il y a une certaine parité de représentation des femmes tout autour de cette médiatisation? Ça m'étonnerait aussi. Ouais. Non, bien sûr. Je cite souvent cet exemple, mais c'est vrai qu'on le sait avec la Coupe du Monde de football, par exemple, féminine. On a vu que sur les 5 dernières Coupes du Monde, 4 des équipes avaient une sélectionneuse et pas un homme. Et pourtant, elles restent très minoritaires, même dans le foot féminin. Peut-être juste un mot avant ma dernière question, Pauline, sur justement le manque de femmes dans les instances de décision. Parce qu'on parle des sportives, mais peut-être qu'on avait féminisé aussi les postes à responsabilité. Ça aiderait un petit peu après pour le reste. Déjà, oui, tout à fait. Mais il faut déjà rénover le mode de gouvernance des fédérations, des fédérations sportives, du sport en général, pour pouvoir justement ouvrir à des compétences féminines. Et tant que les statuts ou le mode de gouvernance ne changera pas, ça favorise le baronisme et la cooptation de l'entre-soi.
et c'est un mode de gouvernance qui est absolument pas démocratique. Alors, le thème choisi pour l'édition 2023 de cette semaine, sport féminin toujours, c'est le sport comme remède, pour illustrer justement comment la pratique sportive peut aider à la reconstruction. Et j'aimerais finir là-dessus avec vous. Vous avez révélé récemment avoir été victime d'inceste de la part de votre père quand vous étiez jeune. Est-ce que le sport a pu vous aider dans cette épreuve? Clairement. En fait, j'avais le bonheur d'intégrer l'INSEP donc, en sport-études à 14 ans et demi. Et dans la même année, je vis l'enfer. Donc, en fait, j'avais mon père qui s'appropriait mon corps. Et dans le même temps, le sport me permettait de me réapproprier mon corps. En plus de ça, au fur et à mesure que que j'évoluais, que je progressais dans le sport, je prenais confiance en moi. Et donc, ça m'a permis, effectivement, quand vous dites remède, oui, le sport contribue à la reconstruction, à sa reconstruction suite à un trauma pareil. Et en même temps, c'est un vecteur de développement personnel. Donc, moi, ça a renforcé ma confiance en moi et ce qui m'a permis d'affronter mon père et ma mère, puisqu'elle était complice, donc je dis mes parents. Et puis c'est une autre famille en fait qui a remplacé il y a eu celle qui ça vous a aussi. laissé Donc tomber. moi, ça m'a permis de m'affranchir, bien sûr, de m'affranchir, oui, de m'émanciper, et puis de me libérer de l'emprise. Même si ça n'a pas été simple, ça prend du temps. Le sport ne guérit pas ce genre de trauma. On apprend à vivre avec, mais c'est à vie. On le porte en soi à vie, puisqu'il y a une partie de nous qui est morte. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir trouvé une écoute bienveillante de la part de mes coachs quand j'avais à peu près 17 ans, où j'ai craqué. Et puis là, ça aussi, ça aide. L'écoute m'a beaucoup aidée. Et après, j'y ai trouvé une famille, bien sûr, une famille de cœur, pas une famille de substitution, parce que je crois, il y a la famille de sang, mais moi, je crois à la famille de cœur, beaucoup plus. Donc oui, ça contribue, mais ça ne doit pas, malgré tout, ça doit être intégré dans un parcours de reconstruction, parce qu'on a quand même besoin de spécialistes aussi, des spécialistes comme les psychiatres, etc., de la trauma. Pauline Ecombie, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Aurélie Bresson aussi. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Très bon week-end à tous.